Good Morning Business, le monde qui bouge, l'interview. 14 lettres envoyées par Donald Trump hier, essentiellement à destination de l'Asie, avec le Japon ou la Corée du Sud qui prennent 25% sur tous les produits s'ils ne négocient pas avant le 1er août. On va parler avec notre invité Michael Brett. Bonjour. Vous êtes économiste et consultant indépendant auprès d'organisations internationales. Ce qu'on voit dans ce qu'a envoyé hier Donald Trump, c'est que les négociations continuent, c'est pas fini, mais c'est quand même son ennemi, surtout l'Asie, là. Oui, alors son ennemi, on ne sait pas. Son objectif, on sait encore moins. C'est-à-dire qu'on essaierait de faire sens, de trouver l'objectif. Et puis, en fait, on se rend compte que finalement, peut-être que l'incertitude qui est constante, quand on s'est endormi hier soir, il n'y avait pas toutes ces lettres. L'Afrique du Sud, le Japon, la Corée du Sud n'avaient pas ces niveaux-là promis. L'incertitude finalement apparaît presque comme un résultat, apparaît complètement comme un résultat recherché, plus que finalement des niveaux de taxes. Donc si je comprends bien, ça peut continuer longtemps comme ça. Si l'objectif c'est de déstructurer, déstabiliser, ça marche assez bien et tout à fait. Fini. Tout à fait. Alors là, ça a déjà commencé. Si on est perdu, c'est normal. C'est-à-dire que le 2 avril, appelez-moi dernier, donc il y avait ces grandes annonces avec un ultimatum pour juillet. Maintenant, c'est pour août. On ne sait pas trop. Les formules n'ont pas de sens. Les chiffres changent. Donc finalement, on se demande qu'est-ce qui serait une victoire pour l'administration Trump ? On ne sait pas trop. C'est sans doute pas d'avoir tout d'un coup des taxes aux importations de partout. Ça ferait mal à l'économie. C'est sans doute pas ça. Donc finalement, on arrive à la conclusion qu'on a l'impression d'être dans une guerre commerciale et de devoir utiliser les instruments pour pouvoir la gagner. Finalement, on se rend compte qu'on n'est pas vraiment dans une guerre commerciale. D'ailleurs, rien n'est arrivé encore, mais que plutôt il y a déjà des secteurs qui, quand même, sur l'acier et l'alu, ils payent. Et il y a des conséquences. Il y a des énormes conséquences. Mais du point de vue de Trump, on se rend compte qu'on est sans doute plus dans une guerre des récits, en tout cas une bataille des récits qui est plus importante pour Trump finalement ou pour l'administration Trump que la guerre commerciale en elle-même, qui serait peut-être un instrument d'amener ces récits à destination de plusieurs acteurs. Mais sur ce point, la guerre des récits, qu'est-ce que ce récit à lui, Donald Trump, lui apporte ? Est-ce que ça lui rapporte vraiment quelque chose ? Alors, quels sont les intérêts qu'il défend ? C'est ça la question qu'il y a derrière votre question, Caroline, et merci beaucoup. Et effectivement, ce que ça lui rapporterait, d'abord, le récit principal qu'on sait très bien que Trump et que toute son administration est amenée à défendre, c'est que tout dépend de lui, qu'il est capable d'imposer sa volonté. Et d'abord, le récit est, ne nous trompons pas, interne. Aux États-Unis, on l'a bien vu avec le Big Beautiful Bill, le récit, c'est Trump peut imposer tout, y compris au parti républicain. Et pour le commerce international, il en va de même. Son but, il est quand même clair, s'il faut remplir les caisses. C'est-à-dire que vous dites, il y a quand même une victoire qui est claire, c'est qu'il regarde le niveau de droits de douane de ce qu'il encaisse, et ça fait des milliards en plus pour le budget américain qu'on a quand même bien besoin au vu des baisses d'impôts qu'il a promis et qu'il va faire puisque la loi a été votée. Alors c'est son but annoncé. Peu d'économistes y croient parce qu'il peut se passer si on plombe son économie, son système productif avec d'abord des niveaux très élevés, mais surtout avec autant d'incertitudes à tous les niveaux et depuis si longtemps, comme vous le disiez, ça ne peut que heurter l'économie, ça ne peut finir que par vider les caisses. Donc, est-ce son objectif ? On ne sait pas. Puisque dans cette guerre des récits, le premier élément est interne, en fait, on se demande ensuite quelles sont les conséquences. Et les conséquences sont sur différents secteurs. D'abord sur l'économie dans son ensemble. Vraiment, le premier intérêt annoncé d'ailleurs était différent. Vous vous souvenez, si on a un petit peu de mémoire, que le premier intérêt, c'était de de forcer les partenaires à investir et à ramener la production aux États-Unis. Il l'a redit avec le Japon et la Corée, là. Vous avez qu'à investir chez nous. Alors, finalement, la proposition est assez paradoxale. Et est-ce qu'elle est vraiment crédible ? On nous propose finalement de venir, pour pouvoir avoir accès au marché américain, très conséquent, on propose aux industriels et aux différents acteurs économiques de venir produire dans le pays dans lequel on vous garantit le plus haut niveau d'imprévisibilité, y compris vis-à-vis de tout ce que vous aurez besoin d'acheter pour pouvoir assurer votre production de l'extérieur des États-Unis. Les acteurs européens ont beaucoup investi
au Mexique sous la promesse que c'était une porte d'entrée au marché. Maintenant, ils voient que les investisseurs qui avaient investi directement aux États-Unis, comme Trump voudrait le faire, depuis 6 mois, vivent au jour le jour au gré des annonces des impositions, justement, des imports en provenance du Mexique. Donc, ce n'est pas très, très crédible. Donc, finalement, ce qu'il y a derrière, sans doute, c'est plus une guerre de modèles. Et là, l'annonce, le public n'est plus tellement le public interne, ni finalement le public de chacun des partenaires avec lesquels on va ou non faire un accord commercial, mais finalement, c'est vraiment un discours plus large sur les modèles économiques. Et c'est là où l'Europe peut avoir un vrai contre-discours à proposer, parce que le discours qui est proposé, c'est un modèle américain qui est vraiment d'un capitalisme alors débridé, parce que toutes les institutions de contrôle sont affaiblies. Et on sait que ça, c'est une constante dans toutes les démarches, que ce soit internes ou externes de l'administration Trump, d'affaiblir ces institutions. Et la stabilité des institutions, que sait très bien faire l'Union européenne, pourrait être un contrepoint beaucoup plus efficace pour l'Union européenne. Ça pourrait nous faire un point positif. Que plutôt que de chercher des petits secteurs qu'on pourra aider, comme les différents chefs d'État viennent défiler au bureau ovale. Caroline. Jean-Noël Barrot dit qu'il a bon espoir que l'Europe puisse aboutir à un accord équilibré et non pas asymétrique. Première question, est-ce que vous partagez son optimisme? Et ensuite, est-ce que cette situation avec les États-Unis, l'Europe peut-en tirer des enseignements la concernant? Tout ça en 30 secondes. Tout ça en 30 secondes. Bonne chance. Je partage son objectif. Je ne suis pas sûr que ce soit ça, ce sur quoi il faut s'attarder. Parce que de toute façon, quand on aura un accord, combien de temps tiendra-t-il? Le fait du prince. Bon. Ensuite, c'est très important tout de même de l'avoir, parce que le commerce Europe, États-Unis, c'est 1/3 de tout le commerce mondial. On parle beaucoup de la Chine et il y a un discours à 3 dans les modèles économiques dont j'ai parlé. Mais un bien ou service sur 3 dans le monde est échangé entre les États-Unis et l'Europe. Donc on y arrivera. Pour ce qui est des enseignements ? Pour ce qui est des enseignements, l'enseignement pour l'Europe, c'est vraiment de ne pas se laisser avoir par ce chiffon rouge qui est chacun des deals qui pourraient être proposés, mais vraiment d'avancer dans la construction d'un discours alternatif. On a les moyens pour le faire, on a les institutions qui font peur à l'administration Trump et qui sont finalement la cible de ces négociations et de tout ce bruit et de cette fureur qui masque le signal. La cible, c'est vraiment la capacité des institutions européennes à imposer des lois et des décisions contre les monopoles, contre justement tous ces acteurs qui sont les seuls bénéficiaires de la méthode Trump. C'est les acteurs monopolistiques américains dont finalement l'objectif, c'est de montrer que pour Trump, c'est de montrer qu'il est inévitable qu'ils interviennent partout. Donc on garde nos lois sur les GAFA et qu'on n'y touche pas, surtout. Et qu'on les renforce et qu'on les fasse mieux, et surtout qu'on en parle à nos partenaires et qu'on propose ça comme méthode pour attirer, dans notre soft power économique, attirer nos partenaires commerciaux vers l'Europe, pour créer un monde qui soit vraiment multipolaire autour de notre... Merci beaucoup, Michael Brett, économiste consultant indépendant auprès d'organisations internationales.